une partie de notre travail sera de toute façon de maintenir ce petit sanctuaire pour le Phelsuma inexpectata, notre gecko vert de Manapani, gecko vert endémique, l'un des deux. L'une des deux espèces endémiques de la Réunion. Et donc, à chaque observation, effectivement, on signale et on fait en sorte que qu'il reste sanctuarisé et qu'il n'y ait pas d'invasion d'autres espèces. Là, on arrive sur le site naturel protégé de Terre Rouge. Je vais vous demander de vous présenter. Vous êtes monsieur? Alors Vincent Bellon, je suis le responsable du service écologie urbaine et rurale au sein de la direction environnement de la Civis. Et aujourd'hui, on a assisté ce matin à une visite d'officiels. Donc j'ai pu comprendre que toutes ces institutions participaient à la gestion de ce site. Est-ce que vous pouvez me citer qui s'occupe de ce site? Alors, la Civis, on est sur un site du Conservatoire du Littoral qui est propriétaire de l'ensemble du site de Terre Rouge et qui comprend deux espaces, notamment deux espaces naturels, donc le site de Bassin 18 sur lequel on était ce matin et le site de Bois de Buis sur lequel on est actuellement. Au total, il s'agit d'une trentaine d'hectares que la Civis a en gestion par le biais d'une convention avec le Conservatoire du Littoral. Ça fait une quinzaine d'années maintenant que la Civis travaille sur un programme de restauration écologique, donc avec de la lutte, notamment de l'arrachage manuel contre les espèces exotiques envahissantes. Et également une grosse part de réintroduction d'espèces indigènes et endémiques sur site, puisque le but est effectivement de restaurer le milieu et de lui redonner un aspect qui pourrait être celui qu'il était originellement. Parce que quelle est l'histoire de cet endroit? Peut-être qu'on peut bouger pour le voir un petit peu. Alors, je vous suis par le côté où vous voulez. Alors, ici, ça va être un petit peu long, c'est une boucle. Oui, d'accord. Ici, on va arriver allons. Et ici, on va arriver à la mer. Ici, on arrive jusqu'à la mer. Voilà. Voilà, on est clairement à la sortie de Saint-Pierre, sortie de Terre Sainte. On est à la sortie de Terre Sainte, sortie de Terre Rouge. C'était un espace en friche il y a encore 15-20 ans. Des déchets absolument pas gérés. Et le conservatoire en a fait l'acquisition. Avec évidemment une philosophie de restaurer le milieu tout en conciliant une ouverture au public, parce que c'est la philosophie du Conservatoire du Littoral. Et donc rapidement, on a conventionné depuis une quinzaine d'années donc avec le Conservatoire du Littoral pour commencer ces programmes de restauration écologique. Le site est assez vaste. Et on n'a pas forcément encore, au bout d'une quinzaine d'années, réussi à éradiquer l'ensemble des espèces exotiques envahissantes. Parce que quand vous êtes arrivé, il y avait quoi comme espèces endémiques? Et quelles étaient les nuisances, en quelque sorte, les exotiques ou les pollutions qu'il y avait sur site? Je vais vous décevoir, je n'y étais pas au démarrage. Je ne pourrais pas vous faire un détail complet de ce qu'on avait comme espèces envahissantes. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on avait une quantité phénoménale et une surface complètement recouverte de bérose, de Chinus, qui reste une espèce exotique envahissante et très invasive, et des petites prunes malgaches. Donc grosso modo deux grosses espèces qui sont très envahissantes et qui ont un pouvoir de recouvrement phénoménal. Et très vivace. C'est-à-dire qu'un bérose, quand on le coupe à la base, il repousse avec une vigueur multipliée. Oui. Et donc voilà, c'est un petit peu la limite de notre travail, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus aller au-delà de ce qu'on peut faire en lutte, en lutte manuelle. Voilà. Et au fur et à mesure, on y a replanté et on continue. Voilà, on a des lataniers, on va voir plus bas toute une plage, enfin tout un espace, tout un ensemble de manioc bord de mer qui est indigène, pas forcément endémique. Bon, la différence entre l'endémique et l'indigène. L'indigène, on va dire qu'il s'est introduit tout seul par ses propres moyens, le vent, les animaux, etc. Et l'endémique est un indigène particulier. C'est un indigène qui a évolué pour devenir unique et être particulièrement adapté à un milieu en particulier. Voilà. Donc on a toute une palette végétale qui est relativement complète, dont je ne vais pas vous faire l'inventaire exhaustif. Mais voilà, on a un certain nombre d'espèces qui sont à la fois indigènes et certaines endémiques, et on a encore des poches d'exotiques. Alors,
Au départ, on s'est appuyé sur ces poches d'exotiques, on a fouillé à l'intérieur en protégeant un maximum parce que sur des sites comme celui-ci, vous savez, les Réunionnais, ils savent quelles sont les plantes endémiques et elles ont un intérêt faunistique certes, floristique certes, mais elles ont également un intérêt patrimonial et certaines en tisane. Et donc souvent, quand on introduit quelque chose, il est arrivé, en tout cas, bon, souvent, j'exagère peut-être, mais il est arrivé que ces plantes-là soient arrachées rapidement à des fins personnelles. Et donc on les a cachées. On les a cachées, ça c'est une première chose. Et on les a protégées des embruns marins. On est très proche de la mer, vous allez voir, on va se déplacer. On est très proche de la mer et cet air marin a tendance, sur des plantes qui n'ont pas forcément été, qu'on n'a pas forcément semées, à cet endroit-là, cet embrun marin va avoir un impact fort et peut nuire à la bonne prise de certaines espèces. Donc on les a protégées d'abord, et une fois qu'elles étaient autonomes et vivaces, on a au fur et à mesure dégagé. Et on a déjà commencé à ouvrir pas mal de poches où l'on voit des espèces qui aujourd'hui sont, comme je vous disais tout à l'heure, fructifères avec des plantules au pied, qui nous permettent de reproduire ces plantes qu'on a introduites il y a une dizaine ou une quinzaine d'années. D'accord. On est sur un espace très protégé qui protège les endémiques autant que possible, mais qui finalement ne ressemble pas à ce qu'il pouvait être en 1600, 1500 quand l'homme n'était pas encore arrivé à La Réunion. Exactement. Exactement. Et c'est tout le problème et tout l'enjeu d'un programme de restauration écologique. C'est un travail de longue haleine, c'est un travail qui peut durer plusieurs dizaines d'années. Et on n'en est finalement qu'au début. L'autre difficulté, c'est que lorsqu'on arrache mécaniquement ou même manuellement ces espèces envahissantes, elles sont très prolifiques avec de nombreuses graines. Et il faut être en capacité de réintroduire tout de suite des plantes qui vont occuper le milieu et empêcher la repousse de ces petites plantules de plantes exotiques envahissantes. Vous voyez, on a des lataniers qui aujourd'hui ont une dizaine d'années, qui sont en fleurs. Le latanier, lui, c'est un endémique ou un indigène? Le latanier rouge est un endémique. D'accord. Voilà, et là on arrive sur un espace qui est encore plus exposé aux embruns marins, avec une palette végétale qui a été sélectionnée en fonction de cet état, des conditions climatiques. Donc on a ici, vous verrez sur notre droite là, on a un paysage très vert de manioc bord de mer, parsemé de vacua qu'on a planté. Et comme vous pouvez le voir, on a des falaises relativement proches, donc le site a un intérêt, aujourd'hui surtout floristique, même et faunistique également. Hein. On retrouve des colonies de puffins en falaise, on y trouve également des petites chauves-souris, etc. Mais un intérêt également floristique avec tout le travail qu'on a fait de réintroduction d'espèces indigènes et endémiques. Et un intérêt paysager, puisqu'on a accès rapidement à la mer et à de belles falaises. Il y a des points de vue. Vous savez, lorsqu'on est en saison hivernale et que les baleines viennent, la totale, viennent dans nos eaux, c'est la totale. C'est la totale. C'est magnifique. Et on est tout près de l'agglomération, on est sur un site urbain finalement. Alors on est sur une petite coupure d'urbanisation, vous voyez là le CHU, on le voit d'ici, donc on a le CHU qui est juste là. Bon, le filao vous gêne, mais donc on est vraiment en sortie de ville, on est dans des espaces périurbains, mais à proximité immédiate de la ville. Et où l'ensemble fréquenté. Ou en tout cas l'ensemble des usagers peuvent... un endroit où l'ensemble des usagers peut accéder rapidement. Et l'endroit est particulièrement fréquenté par des promeneurs, par des coureurs, parce qu'on a des petites boucles à l'intérieur, par des curieux, et c'est tout ce qui fait la beauté de ce site. Et ce qui veut dire qu'on peut faire de la protection de l'environnement sans interdire l'accès. Ah mais alors,
C'est totalement vrai, et c'est de toute façon la politique ou la philosophie du Conservatoire du littoral. Le Conservatoire du littoral, à moins de vouloir protéger quelque chose de particulièrement en danger, ne mettra jamais sous cloche des espaces naturels dont il a fait l'acquisition. Le but, c'est vraiment d'ouvrir pour le public, tout en conciliant des programmes de restauration écologique, de réintroduction d'espèces et de protection de la biodiversité. Vous avez parlé d'oiseaux de mer, de baleines, et ce matin on a vu même le gecko de Manapani. Oui. C'est déjà, il n'est pas là où il devrait être. Comment il a fait pour arriver ici? Alors c'est un agent à nous qui l'a découvert assez fortuitement il y a 5 ou 6 ans en s'occupant du site de Bassin 18 là où on était, qui fait partie de l'ensemble de Terre Rouge. Et depuis, on a alerté la communauté scientifique, donc l'association NOI, l'université, et aujourd'hui on ne sait pas. On ne sait pas s'il s'agit d'un vestige d'une ancienne population, parce que son aire de répartition avant l'arrivée de l'homme, vous imaginez bien qu'elle était bien plus large que celle qu'on connaît aujourd'hui. Donc on ne sait pas s'il s'agit d'un vestige d'une population existante, s'il s'agit d'une réintroduction de quelques individus il y a quelques années. Et en ce moment, il y a quelques études qui vont permettre, je l'espère, de savoir exactement d'où vient cette population et comment est-ce qu'elle est arrivée là. Nous, par rapport au premier plan de gestion qu'on a eu et à la palette végétale qu'on avait, sur laquelle on se basait pour faire notre programme de restauration écologique, à partir du moment où on a détecté la présence de cette petite population, on a revu un petit peu nos ambitions à la baisse. On s'est dit on va tabler sur 2 ou 3 espèces végétales qui soient les plus favorables possibles au maintien de cette population. Donc on est parti sur du vacois, on est parti sur du latanier et sur des espèces qui sont capables de recouvrir rapidement le sol, comme le manioc bord de mer, sur lesquels le gecko peut quand même cheminer pour étendre son aire de répartition sur les sites. C'est une toute petite population avec de la reproduction sur site. On a vu des œufs dans des infractuosités d'une des roches qu'on a vues ce matin. Les geckos pondent également dans les vacoas. Donc voilà, on a essayé vraiment de remettre en place, même en ayant vu nos ambitions à la baisse sur la palette végétale qui était très large, sélectionner 3 espèces qui sont particulièrement favorables au maintien, en tout cas, de la population de gecko. Et ce gecko est en concurrence avec ses prédateurs habituels. On pensait même que s'il y a du gecko exotique de Madagascar, il ne pouvait pas trop se développer, mais là on a l'impression que si. Alors sur ce site, on a la chance d'être indemne d'invasion d'une autre espèce. On n'a pas d'agame des colons, on n'y a pas retrouvé de gecko de Madagascar, on n'a pas retrouvé de laticoda non plus. Une partie de notre travail sera de toute façon de maintenir ce petit sanctuaire pour le Phelsuma inexpectata, notre gecko vert de Manapani, gecko vert endémique, l'un des deux, l'une des 2 espèces endémiques de la Réunion. Et donc, à chaque observation, effectivement, on signale et on fait en sorte qu'il reste sanctuarisé et qu'il n'y ait pas d'invasion d'autres espèces. Sa présence ici risque de modifier un petit peu les restrictions qu'il peut y avoir? Non, c'est pas ce qui est souhaité. C'est pas ce qui est souhaité. Comme je vous le disais, il n'est pas question d'empêcher l'usager de venir profiter du site. Au contraire, le site est magnifique, vous l'avez vu ce matin, on a encore une fois une vue sur des falaises, le bassin est à côté, il y a de super espaces. Nous, ce qu'on va faire, c'est que le gecko ne cheminant pas au sol, et pour concilier protection de la biodiversité et ouverture au public, on essaye de faire un couvert végétal qui permette au gecko de cheminer par le haut tout en laissant des couloirs de circulation pour les usagers. Le site est propre, les Saint-Pierrois et l'ensemble des usagers de la Réunion respectent énormément le site. Il y a très peu de déchets. J'espère que ça continuera comme ça parce que ça permet à nos agents de se focaliser sur leur mission première, sur la restauration écologique, sur l'entretien, sur la préservation de la biodiversité, la préservation de cette espèce de gecko et endémique, je le rappelle, qui a, comme son nom l'indique, inexpectata, on ne l'attendait pas ici en tout cas. Et le site, en étant propre et respecté par les usagers, ça nous permet, nous, de rester focus sur nos missions premières et de continuer à préserver ce milieu.
Sachant que j'ai l'impression qu'il y a toujours quelqu'un sur ce site du conservatoire ou de la Civis. Il est suivi, Alors, peut-être pas 24 heures sur 24, alors, mais pas 24 24 heures sur 24, mais tous les jours, Ouais. du lundi au vendredi, nos agents sont sur site. Le site appartient au Conservatoire du Littoral et il n'est pas fermé au public. Et puis, comme je vous le disais, on a des partenariats avec l'université, avec certains groupes de recherche, avec ANOI, qui eux sont de toute façon autorisés à venir observer, compter et suivre cette population de geckos. D'accord. Qui reste incroyable. Enfin, on ne s'attendait vraiment pas à ça. Ça donne une valeur à ce site qui est incroyable. Oui, quand je parlais de restrictions sur les activités humaines, donc on peut venir courir, se promener Oui. avec des animaux, hein, je pense, il n'y a pas Oui. de souci. On peut venir pêcher quand on accède à la côte. Ah bah de toute façon, il y a beaucoup Hein, de pêcheurs qui, voilà. qui fréquentent le site. Hein. J'imagine qu'on peut quand même pas venir faire des pique-niques. Pas sur ces espaces naturels. Mais sur le site de Bassin 18, par exemple, et toujours pour respecter la philosophie du Conservatoire du Littoral, on a un espace naturel en bord de mer. Ouais. Et de l'autre côté de la route, vous ne l'avez peut-être pas vu, mais il y a un espace aménagé qui a été végétalisé, mais qui est aménagé pour les pique-niques, puisqu'on a des tables, des bancs, et qui sont dévolus à l'accueil du public. D'ailleurs, oui, Bassin 18, bon, on en est revenu, Ouais. mais c'est devenu un site de plongée. Super. Et on se demandait si le 18, qui est traditionnellement le truc des huîtres, quoi, C'est ça. c'est pas le 18 mètres, le saut de 18 mètres. Alors je ne pense pas parce qu'il fait plus de 18 mètres, donc je... Vous l'avez fait? non, j'ai pas la prétention d'être aussi téméraire. Non, ce sont des histoires qui se racontent, mais je pense que c'est la vraie origine. Bassin des huîtres, transformé au fil des ans et des années et des générations en bassin 18. Et comme on l'a pu le voir, hein, on cumule là-bas un intérêt patrimonial, un intérêt culturel, un intérêt paysager, un intérêt faunistique et floristique. Ce site est merveilleux. Si vous avez aimé cette vidéo de Parallèle Sud, média réunionnais indépendant, partagez-la. Et si vous voulez soutenir la liberté de la presse, faites un don sur notre site parallèlesud.com. L'info est un droit, mais elle a un prix.